Merci Gilles de cette invitation et merci aussi de cette présentation. Ce numéro de place publique auquel Gilles vient de faire allusion, qui a choisi un petit peu au hasard, on ne sait pas trop comment, de brosser 8 ou 9 portraits de catholiques du diocèse, eh bien moi je vais vous faire une petite révélation. Gilles Dalibert a été interviewé mais a refusé que son portrait figure parce qu'il n'a pas le même orgueil que moi de laisser passer la chose. Alors, j'ai envie de commencer par tout simplement vous citer un extrait d'un article paru dans un journal qui traditionnellement n'est pas très favorable aux catholiques, en tout cas ceux de l'Église. Il est favorable aux catholiques à condition qu'il soit vraiment sur les marges. C'est le quotidien Libération, qui le 13 octobre 2016, à l'occasion de la publication du livre dont il a été fait état et qui se trouve d'ailleurs sur le présentoir à votre disposition, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, ce texte donc des évêques, voici ce que dit cet article. Messieurs les évêques, la République vous remercie. Que vous soyez laïcaires, agnostiques, cathos ou musulmans, il faut lire ce texte. La conférence des évêques de France a pris la plume pour parler de la crise du politique, de la République et du contrat social. Il faut dire clairement, c'est un texte qui fait du bien. Alors si c'est Libération qui le dit, je crois que vraiment tout le monde ici devra s'emparer de ce texte. Il cite en particulier cet extrait: comment gérer la diversité dans notre société, comment l'identité nationale peut-elle perdurer avec des revendications d'appartenance plurielles et des identités particulières. Et on ajoute, dans la citation choisie par le journaliste, la foi chrétienne coexiste avec une grande diversité de religions et d'attitudes spirituelles. Le danger serait d'oublier ce qui nous a construit, ou à l'inverse, de rêver à un âge d'or imaginaire ou d'aspirer à une église de pure. Et bien que ça se termine sous cette forme, alors, messieurs les évêques, veuillez pour une fois, c'est pas tous les jours en effet que Libération fait ce genre d'article, que la gauche laïcarde, libertaire et insolente vous dit sincèrement et sans aucune arrière-pensée, merci. Donc voilà, c'était mon petit couplet publicitaire pour que chacun d'entre nous s'empare de ce texte qui n'est pas lié directement à mon propos de ce soir, mais qui enfin résonne certainement avec lui. Alors, j'ai choisi le titre que vous voyez sur l'écran, Aux sources de la fraternité. On vous avait annoncé aux origines, mais j'ai trouvé qu'origine, ça faisait un petit peu historique, et donc source, il y a quelque chose de plus spirituel peut-être dans la manière dont je vais présenter l'affaire. Je vais pas trop près du micro peut-être. Non, c'est vrai. J'avais préféré le titre Aux sources plutôt qu'aux origines, parce qu'il est vrai que dans mon propos, il va y avoir quelque chose d'un petit peu historique, mais en même temps, le source a une autre dimension dont je disais qu'elle était plus spirituelle d'une certaine manière. Mais en même temps, je vais commencer par vous parler de la République, puisque la fraternité n'est pas un mot évidemment confisqué par les paroissiens, c'est un mot qui, comme chacun sait, figure au fronton de nos édifices et qui nous renseigne sur quelque chose de notre histoire. Je glisserai quelque chose de tout à fait anecdotique, mais ce n'est pas la première fois que je parle de la fraternité. Et il est arrivé, dans une autre région de France, que l'on m'invite à parler de la fraternité dans deux endroits différents. Dans un cas, c'était la pastorale du tourisme qui m'invitait, et à une semaine d'intervalle, et à quelques kilomètres d'intervalle, c'était une loge maçonnique qui m'invitait à une tenue ouverte pour traiter le même thème. Et alors, comme je n'ai pas de raison de dire des choses différentes aux uns et aux autres, je me suis simplement offert ce petit, plaisir peut-être, oui, d'insister assez lourdement chez les amis francs-maçons sur le côté évangélique de la fraternité et d'insister assez lourdement chez les amis chrétiens sur le côté républicain de la fraternité. Mais ce soir, je vais, j'espère, être dans l'équilibre, puisque je suis chez moi d'une certaine manière. Voilà le plan, en prof que je suis inéluctablement, le plan que je vais suivre. J'emprunte ce titre, Liberté, égalité, oui, mais fraternité, a tout simplement un livre, un recueil d'articles qui a été fait par des intellectuels chrétiens il n'y a pas longtemps, et je m'en inspire d'ailleurs d'une certaine façon. Donc voilà, comment je vais procéder. D'abord, un rappel historique de l'histoire de la devise républicaine. Ensuite, la place de la fraternité dans la devise. Est-ce qu'il existe une hiérarchie? On a un ordre, liberté, égalité, fraternité, c'est pas tout à fait innocent.
Et puis, est-ce que la liberté n'est pas contradictoire avec l'égalité? C'est un thème classique en philosophie, et en particulier, c'est un sujet que je donnais au baccalauréat quand j'étais préposé à faire des choix de sujets. Et enfin, évidemment, nous en terminerons avec le christianisme et son lien éventuel avec la République. Donc, sans plus attendre, la première grande partie, l'histoire de la devise. Alors, les origines de la devise républicaine, on les trouve essentiellement au XVIIIe siècle, mais en réalité, très rarement. Les historiens vous le diront, hein, j'ai lu toutes les études qui sont parues là-dessus. Les historiens vous diront qu'il est rare qu'on ait associé les trois mots. On a associé beaucoup d'autres mots, mais cela c'est rare. Alors, il y en a un chez Fénelon, je vous l'ai laissé, mais il y a celui de Voltaire. Voilà, il y a une phrase de Voltaire dans un texte peu connu: nous sommes tous égaux sur des rives si chères, sans roi et sans sujet, tous libres et tous frères. Dans la même phrase, on aperçoit nos trois mots que j'ai évidemment soulignés. Mais évidemment, c'est au moment de la Révolution française que les choses vont commencer à se préciser, et il semble, les historiens sont d'accord, que la première occurrence d'une association de nos trois mots de la devise se trouve dans cette déclaration, mais qui, vous le pressentez à travers son contexte historique, n'est pas si déterminante que ça, puisque c'est simplement un article de presse. C'est simplement un article de presse. Donc c'est un article de presse de Camille Desmoulins, c'est un journaliste finalement, politique bien entendu, militant en même temps, qui va ici associer pour la première fois les trois mots dans l'ordre qui restera celui qui est le nôtre. Voilà ce qu'il dit après la fête de la Fédération du 14 juillet 90. Ce fut un spectacle touchant de voir les soldats citoyens se précipiter dans les bras l'un de l'autre en se promettant liberté, égalité, fraternité. Donc c'est un mot qui est venu, une devise qui est venue finalement d'un élan populaire de ces soldats. Vous remarquez peut-être que j'ai choisi d'écrire en caractère gras le mot soldat. Et puis, toujours en caractère gras, je cite Robespierre, peu de temps après, dans une séance du 5 décembre 1790, « Les gardes nationales porteront sur leur poitrine ces mots gravés, le peuple français, et au-dessous, liberté, égalité, fraternité. » Et donc, ajoute Robespierre, les mêmes mots seront inscrits sur leur drapeau. Pourquoi est-ce que j'ai mis en caractère gras les soldats dans la citation de Camille Desmoulins et les gardes nationales dans la citation de Robespierre? Eh bien parce qu'on voit bien qu'on est dans un contexte un peu militaire. Que l'uniforme, je continue mes citations, Club des Cordeliers 91, que l'uniforme national soit simple, solide et d'une même couleur, avec une plaque sur le cœur portant ces mots, liberté, égalité, fraternité. Donc il est clair que la devise arrive dans un contexte où ce sont ceux qui sont chargés de faire régner l'ordre, qui donc ont le droit d'utiliser d'une certaine manière la violence, et c'est eux qui font surgir donc cette liberté, cette triade républicaine sous la forme originelle. Et puis, au Club des Cordeliers toujours, Montmoreau qui va jouer un rôle important ensuite dans la Révolution française pour justement que cette devise soit prise en compte. Il écrit ceci, enfin il demande à ce que cet emblème figure justement partout où l'on peut: unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité, ou la mort. Ou la mort. C'est ainsi que la Révolution française finalement aura conjugué nos trois mots, mais en l'associant à la mort. On a oublié aujourd'hui la mort, mais si vous visitez une ville comme Troyes et que vous passez devant l'hôtel de ville, vous verrez encore, parce qu'on l'a maintenu, cette plaque qui figurait sur de nombreux édifices au moment de la Révolution française, y compris à Paris. Et là, on l'a gardé pour des raisons que j'ignore d'ailleurs, mais qui sont probablement patrimoniales. Unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ça existe toujours. Alors, ce ou la mort, évidemment, a fait l'objet de beaucoup d'interprétations. Ce n'est pas mon but ce soir de vous les expliquer, il y en a eu beaucoup d'explications. L'une consistait à dire que, ben oui, c'était à la vie, à la mort, et donc la fraternité, il fallait l'imposer par tous les moyens, la devise, il fallait l'imposer par tous les moyens, et évidemment, il y avait quelque chose de robespierriste là-dedans, et une fois que Robespierre a chuté, on a gommé sur tous les édifices, sauf quelques-uns qui, comme celui-ci, ont été conservés, on a gommé la mention ou la mort parce que ça allait quand même pas très très bien avec la fraternité. Soit mon frère ou bien alors je te tue,
il y avait un petit peu de cette mentalité-là au moment où les choses s'affirmaient. Et donc, Maximilien Robespierre, qui avait sans doute des mérites dans la fondation de la République, comme chacun sait en connaissant un tout petit peu son histoire, a eu tout de même quelques réactions, quelques actions surtout, qui n'ont pas été du goût de tous. Et Maximilien Robespierre, dans la Déclaration des droits de 1793, ce n'est pas celle qui a été retenue, c'est celle de 89, comme vous le savez, lui, il avait choisi 4 mots. Donc, je dis ça parce que le Robespierre politique, vous voyez, c'est plus tout à fait le même climat qu'en 90-91, qu'on surgit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte un petit peu militaire, oui, militarisme, on a envie de dire. Là, c'est le Robespierre politique qui s'exprime, et les 4 mots qu'il choisit, c'est pas du tout liberté, égalité, fraternité. La fraternité n'est pas ici de mise. Liberté, égalité, bien entendu, mais sûreté et propriété. Alors, pour la petite histoire, dans le mouvement historique politique français du XIXe siècle, on va applaudir le Robespierre qui dit liberté, égalité dans les rangs du mouvement ouvrier et du mouvement socialiste, et dans les rangs opposés, dans les rangs du mouvement, disons, pour simplifier, des bourgeois qui réagissent à la montée en puissance à ce moment-là de la classe ouvrière en particulier, on va dire oui, c'est la sûreté, c'est la propriété. Autrement dit, vous en avez pour tout le monde dans l'héritage possible de Robespierre ici. Et puis, c'est surtout cette formule terrible que l'on cite souvent dans les manuels d'histoire que je voulais mettre sous vos yeux. Il faut étouffer les ennemis intérieurs, disait Robespierre, et extérieurs de la République, ou périr avec elle. Or, dans cette situation, la première maxime de votre politique, disait-il à ceux auxquels il s'adressait, doit être qu'on conduit le peuple par la raison et les ennemis du peuple par la terreur. Donc, cette fameuse terreur qui est bien connue de tous ceux qui ont été à l'école primaire et qui va être déclenchée. Autrement dit, Robespierre théorise la terreur et évidemment, ça va lui coûter cher parce qu'il y a peut-être d'autres façons de traiter les ennemis du peuple.